Voilà, chers amis, vous représentez aujourd'hui à la fois des aménageurs, des collectivités locales, des établissements publics, des promoteurs, des investisseurs immobiliers, des avocats, des notaires, bref, vous représentez assez bien l'ensemble de la chaîne immobilière. Nous avons souhaité vous réunir aujourd'hui pour réfléchir de manière pragmatique à un thème juridique récurrent de droit contractuel immobilier en vue de dégager des solutions juridiques sécures et opérationnelles. Le tout sereinement et hors de toute agitation de négociation. Cette année, un thème s'est dégagé, les avant-contrats entre le public et le privé, entre collectivités publiques et promoteurs, investisseurs immobiliers. Et nous allons traiter tout ceci sous deux angles, ce qui va donner lieu à deux tables rondes que Michel animera et présentera tout à l'heure. Nos remerciements vont tout d'abord à Juridim. Juridim, représenté aujourd'hui par Mabod Aguigui, que je tiens à remercier et que nous tenons à remercier particulièrement, et avec lequel nous avons organisé cette réunion en total partenariat. Et je remercie également Christophe Bouillon de Alliance, que je n'ai pas vu, qui n'est pas là, mais je le remercie, et qui nous a permis d'être dans cette salle magnifique. Voilà, et maintenant, place au droit et place aux deux tables rondes et à Michel. Bonjour, donc le premier thème, c'est celui qu'on a appelé les promesses synalagmatiques ne valant pas vente. Donc c'est un thème un peu provocateur, en tout cas dans sa terminologie. Ce thème, on a décidé d'en faire l'objet d'une discussion entre praticiens avec Mabod Aguigui, puisque ça fait de longs mois, de longues semaines qu'on en discute, et il nous a semblé extrêmement important de pouvoir échanger pour clarifier les notions et un peu comprendre les objectifs de l'ensemble des parties. Sachant que je voulais rendre hommage à une personne qui n'est pas là aujourd'hui, elle en est profondément désolée parce qu'elle a eu un souci personnel, qui est Sylvie Acker, qui est la secrétaire générale de la société Paris-Batignolles Aménagement, avec qui, depuis 2008, on s'est penché sur les avant-contrats. Et quand, en 2008, la crise est arrivée et que tout le monde a commencé à vouloir se délier des promesses, on a commencé, chacune d'entre nous, à lire les promesses qu'on avait signées. Et on a eu un peu peur parce qu'on s'est dit qu'on avait signé des choses qui correspondaient peut-être pas exactement à ce qu'on avait voulu au départ. Et donc, on a commencé à réfléchir. Et depuis quelque temps est apparue cette notion de promesse synalagmatique ne valant pas vente. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a voulu aborder ce thème. Donc dans un premier temps, on va aborder ce thème d'un point de vue des praticiens, pour comprendre pourquoi cette notion de promesse synalagmatique ne valant pas vente est intéressante et importante pour chacune des parties. Donc va intervenir sur ces sujets-là Mabod Aguigui et Gilles Bouvelot. Et je me permettrai aussi de lire l'intervention en quelques minutes de Sylvie Acker, qui expliquera ce sujet. Et après, je laisserai la place à la discussion juridique avec le professeur Laurent Hénès et Jean-Luc Tixier, avocat chez Francis Lefebvre. Et bien sûr, la discussion est ouverte à la salle et on est bien preneur de vos observations et de vos questions en la matière. Donc, Mabod, je vous laisse la parole pour que vous nous expliquiez pourquoi cette notion de promesse synalagmatique ne valant pas vente, donc c'est-à-dire sans exécution forcée, sans exécution forcée de part et d'autre, parce que bien sûr, on parle de contrats équilibrés et avec des réciprocités d'engagement. Et donc, Mabod, à vous.
pourquoi les promoteurs sont intéressés par cet outil. Merci beaucoup. J'ai 3 minutes, c'est ça? 4 minutes Alors bonjour à tous. Tout d'abord, en ma qualité de vice-président de Juridim, je voulais remercier Michel René et, à travers elle, l'Étude Chevreux pour l'organisation de cette matinée en partenariat entre Juridim et l'Étude Chevreux. Juste un mot, le Juridim est une association qui regroupe les directeurs juridiques et responsables juridiques du monde de l'immobilier et elle a comme principale particularité de ne comprendre que des gens sympathiques. La preuve, on a aujourd'hui une salle magnifique à notre disposition grâce à l'intervention de Christophe Bouillon, qui n'est même pas là, il doit être avec Olivier Piani quelque part dans un avion. Et donc, on le remercie à nouveau. Et je remercie Allianz également. Alors, cette fois-ci, en ma qualité de promoteur immobilier, je voulais juste aborder 4 points très rapidement. C'est vrai que les promoteurs immobiliers préfèrent les promesses unilatérales aux promesses synallagmatiques. La raison est simple. Le promoteur n'a pas vocation à devenir propriétaire d'un terrain sur lequel il n'a pas réussi à développer un projet. Si un promoteur immobilier souhaitait faire de la réserve foncière, déjà il ne s'appellerait plus un promoteur mais une société foncière, un investisseur, et deuxièmement, il négocierait autrement le prix de son terrain, il n'aurait pas besoin de promesses pour cela. Mais ce n'est pas parce qu'un promoteur immobilier a signé une promesse unilatérale que pour autant il va se désintéresser de sa promesse. Il faut le préciser, tout d'abord, quand on signe une promesse, on a un seul objectif en tant que promoteur, c'est de développer le projet. La signature de la promesse est très importante pour le promoteur parce que ça lui donne un droit pour aller développer, déposer son permis, discuter avec les autorités municipales, mais avant tout, c'est de pouvoir développer son projet. Quand une promesse unilatérale, c'est-à-dire dans laquelle seul le vendeur de terrain est engagé et signé, le promoteur commence immédiatement à sortir son chéquier. Le géomètre, les études de sol, les études de pollution. Si le projet est un tout petit peu conséquent, il faut payer des bureaux d'études ICPE, CDAC, l'architecte bien sûr pour développer un permis. Pour un projet vraiment moyen, rien que pour voir, il faut sortir 150 à 200 000 euros, vraiment pour voir. La préparation du permis déclenche ensuite des discussions avec des preneurs. Il faut discuter avec des preneurs, des locataires, des BFA. Il faut aller dépenser également des honoraires pour trouver des acquéreurs. Enfin, juste pour vous dire que la promesse unilatérale, ce n'est pas un document pour le promoteur qui reste dans un coin en disant « bon ben on verra, on a 1 an devant nous » et puis on n'est pas engagé. L'engagement du promoteur n'est pas décrit dans la promesse, mais dans sa volonté de développer un projet. Ensuite, troisièmement, bien sûr, les personnes publiques et parapubliques, les grands aménageurs, n'apprécient pas les promesses unilatérales, et pour une raison, je pense simple, qui est de dire comment moi, personne publique, je serais engagé, alors que le promoteur, personne privée devant moi, n'aurait aucun engagement, il serait que dans une option. Juridiquement, cette impression est exacte, mais économiquement, elle est erronée parce que la personne publique s'engage, mais le promoteur, comme je vous l'ai dit, il a commencé déjà à dépenser de l'argent et il veut surtout sortir son opération. On ne signe pas des promesses uniquement pour en faire des archives. Et ensuite, est-il logique de signer des promesses à pouvoir aboutir à une obligation d'achat de terrain, une promesse synallagmatique, alors même que le promoteur n'a pas réussi à mettre en œuvre son projet? Une personne publique pour une personne publique ou parapublique, une collectivité ou un grand aménageur a pour objet de faire voir sortir des projets. Le fait de dire j'ai pu, grâce à ma promesse synallagmatique, obliger le promoteur à acheter un terrain sur lequel il ne développera pas de projet n'a aucun intérêt pour l'aménageur. D'ailleurs, vous le savez très bien que pour ce qui est des AC, pour ce qui est des aménageurs, nos actes d'achat comportent une clause résolutoire pour le cas où on ne développerait pas le projet. Donc l'acquisition du terrain en tant que telle n'a pas beaucoup d'intérêt. Enfin, quatrièmement, sous réserve de ce qui sera dit par le professeur Hennes et maître Tixier, la
promesse synallagmatique qui n'aboutit pas à une obligation d'acheter est peut-être la bonne solution. Les deux parties sont juridiquement engagées, la promesse est synallagmatique, et l'issue est économiquement, je l'appellerais ça, intelligente, dans le sens où on ne va pas forcer quelqu'un qui ne sait pas construire à acheter un terrain. Alors juste un vœu, avant de terminer, un vœu adressé au notaire, s'il vous plaît, si on devait aboutir enfin à ce genre d'acte, restons simples sur les clauses de... Les usines à gaz... on peut les laisser. Le promoteur qui n'a pas réussi à développer son projet est déjà puni. Ce n'est pas la peine de le punir plusieurs fois. Merci. Merci beaucoup Mabod. On voit bien que le sujet, c'est d'essayer de trouver le bon avant-contrat et que aujourd'hui on a une opposition un peu, je vais dire un peu caricaturale, qui est les promoteurs veulent des promesses unilatérales et les collectivités publiques aménageurs, personnes publiques, préfèrent des promesses synallagmatiques. Et on voit bien que ça colle pas complètement à la réalité, parce qu'on voit que ce que nous dit Mabod, c'est que on veut des promesses unilatérales, mais donc promesse unilatérale veut dire option de l'acquéreur, mais on voit bien que quand vous vous engagez dans une promesse unilatérale, vous n'êtes pas dans une philosophie d'option. Vous êtes dans une philosophie finalement où il y a un vrai engagement d'aller dans le temps et d'aller jusqu'au bout. Et c'est que si il arrive quelque chose qui ne vous permette pas de réaliser votre projet, que vous voulez pouvoir sortir de l'opération. Mais c'est pas du tout l'idée de si j'ai envie, je ferai. Donc on voit bien que, en quelque sorte, votre volonté, elle est un peu synallagmatique et très forte. Et on va voir aussi que du côté des aménageurs notamment, et donc je vais me permettre de lire ce qu'a écrit Sylvie Acker, elle l'a écrit hier, et vous vous excuserez, c'est très court, mais de par son souci, elle n'a pas eu le temps de le faire de manière plus approfondie. Mais on voit bien une chose, c'est que les aménageurs, les personnes publiques qui vont engager bien sûr aussi de nombreux frais, qui vont aussi s'engager politiquement, c'est-à-dire que pour une collectivité locale, prendre une délibération dans laquelle on va dire qu'on va contracter avec X ou Y est un engagement fort, est un engagement politique. Et donc, il faut qu'elle ait un engagement synallagmatique avec une autre personne. Un aménageur qui va s'engager, qui va faire un appel d'offres, qui va prendre du temps, a aussi besoin d'engagement fort, parce que il peut pas se permettre 2 ans plus tard de se retrouver sans rien et avec un projet qui ne se réalise pas. Donc on voit bien que la notion d'engagement synallagmatique est quelque chose d'important. Après, est-ce que pour autant l'exécution forcée d'une promesse synallagmatique de Valence-Vente a un sens? Alors je vais vous lire ce qu'a dit Sylvie. Alors, quel que soit le contexte de la conjoncture, l'attente d'un aménageur est de préserver ses droits dans le cadre de la commercialisation de terrain afin d'obérer le moins possible le calendrier opérationnel en cas de difficulté avec un opérateur. L'intérêt de l'aménageur dans une promesse de vente est donc d'avoir un engagement réciproque avec l'opérateur acquéreur. Toutefois, pour l'aménageur, la sanction de ses engagements de vendre et d'acheter par le mécanisme de l'exécution forcée n'apparaît pas opérationnelle. L'aménageur ne souhaite pas seulement vendre un terrain, il souhaite le faire dans un certain délai et s'assurer que le terrain sera construit. La relation avec l'acquéreur perdure après l'acte de vente. De plus, la mise en œuvre du mécanisme de l'exécution forcée est lourde et génératrice de délais. Dans certains cas, ce mécanisme peut être utilisé par l'acquéreur pour retarder la date de signature au motif d'un désaccord sur l'interprétation d'une condition suspensive, par exemple. L'acquéreur va engager cette procédure ou formaliser son intention de le faire. Pendant ce temps, l'aménageur est toujours tenu par la promesse. Les délais courent, le prix n'est pas versé et le chantier ne commence pas. Lorsque nous disons que nous ne souhaitons pas d'exécution forcée, certains opérateurs pensent qu'en définitive, nous ne sommes pas sûrs de vouloir leur vendre le terrain. Ce n'est pas le cas. Nous souhaitons toujours prendre un engagement ferme de vendre si l'acquéreur prend lui-même l'engagement d'acheter, sous réserve de conditions suspensives suffisamment objectives et encadrées en termes de délai. Dans une promesse sans exécution forcée, l'engagement du vendeur existe néanmoins et peut être sanctionné par une indemnité. Cette indemnité permet d'avoir un contrat équilibré. Si la position de l'aménageur n'est pas justifiée, l'acquéreur sera indemnisé
indemnisé de son préjudice. En revanche, si la position de l'aménageur est justifiée, il pourra préserver son calendrier opérationnel en reprenant rapidement son entière liberté de disposer du bien et donc sa liberté de commercialiser la charge foncière auprès d'un autre opérateur en situation de reprendre l'opération. Précisons étant fait que l'opérateur défaillant aura pris dans le cadre de la promesse l'engagement d'abandonner au profit de l'aménageur le bénéfice des études et droits y afférents relatifs au projet, le tout de manière que celui-ci qui sera désigné puisse poursuivre, sans retarder le projet, le développement opérationnel. Donc on voit bien que l'objectif, c'est d'avoir des engagements, mais des engagements qui ne soient pas de nature à un moment donné, parce qu'il se passe quelque chose qui ne va pas, qui compromettent le calendrier opérationnel de l'opération. Alors je ne sais pas si M. Bouvelot, qui est le directeur général de l'établissement public foncier de la région Île-de-France, partage ce sentiment, et puisque aujourd'hui vous discutez avec beaucoup de promoteurs dans le cadre de la revente des terrains que vous avez achetés, donc je vous laisse la parole. Dont certains représentaient à cette estrade. Oui, effectivement, je dirige l'établissement public foncier Île-de-France. Je précise, les gens me connaissent, enfin j'ai été promoteur aussi dans une vie antérieure, donc des promesses unilatérales ou synagmatiques, j'en ai signé des deux côtés. Voilà. Peut-être il faut quand même rappeler, je suis globalement tout à fait d'accord avec ce que me dit Madame Acker. Je voudrais juste rappeler à quoi servent les promesses quand même et à quoi ça s'insère dans ce domaine assez particulier quand même, qui est l'aménagement et l'immobilier. On est dans un domaine, effectivement c'est une chaîne d'acteurs qui ont chacun leur rationalité propre, qui ont des objectifs propres. C'est un système qui n'est pas régi par l'offre et la demande, le terrain. On est à côté de la bourse, mais on voit très bien que les terrains ne se vendent pas à la corbeille avec des prix fermes, j'achète, je vends. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un domaine marqué par l'aléa, assez systématique. Aléa sur le droit des sols, aléa sur la purge du permis de construire, aléa sur ce qu'on va trouver dans le terrain, donc de l'archéologie, de la pollution, enfin, etc. Aléa avec les servitudes de voisinage qu'on découvre parfois, enfin, etc. Donc, l'objectif, alors il y a des théories économiques qui expliquent ça assez bien, l'objectif de tout ce qu'on fait entre nous, avec nos conseils, juristes, notaires, etc., c'est de pouvoir se mettre en ligne, de mettre le système en ligne, de manière à ce que chacun prenne sa part d'aléas, que tous les aléas soient prévus. Alors, évidemment, ça ne fait pas des contrats complets, au sens complétude du terme, mais c'est des systèmes de contrats où on essaye de prévoir ce qui se passe en termes, si un aléa survient. Voilà, on essaye d'anticiper l'incertitude. Alors, ça s'appelle des concessions d'aménagement avec des clauses, ça s'appelle des pactes de préférence, ça s'appelle aussi des promesses de vente unilatérales ou synagmatiques. Un EPF dans cette chaîne, qu'est-ce que c'est ? Donc nous sommes en amont de l'aménagement ou en amont de l'immobilier, c'est-à-dire que nous achetons, sans condition bien sûr, directement des terrains privés, donc nous les mettons sous maîtrise publique, nous les transformons, nous les remembrons, et nous les recédons soit à des aménageurs, en général pour des grandes opérations d'aménagement, parce que c'est eux après qui se chargent de poursuivre la transformation, soit directement, quand c'est des opérations ponctuelles, à des promoteurs ou promoteurs sociaux. Voilà un petit peu le mécanisme. Alors, notre valeur ajoutée dans le système, sur le plan politique publique, c'est de l'anticipation et de la régulation, ça je pense que tout le monde le sait, mais c'est aussi de prendre un certain nombre de risques et de gérer le temps finalement lié à ces risques. Alors, et de toute façon, un acteur de la chaîne, pour moi, ou bien il prend un risque et c'est un acteur de la chaîne immobilière, un acteur économique, ou bien il ne prend pas de risque et c'est un intermédiaire. Les intermédiaires ont leur utilité dans ces systèmes. Enfin, il prend des honoraires pour mettre les gens en relation. Un acteur de la chaîne, il prend un risque. Quel risque prend un EPF ou un aménageur d'ailleurs, parce qu'effectivement là-dessus on est à peu près dans la même dimension. Nous à l'EPF, nous vendons à prix ferme, c'est-à-dire que est défini avec la collectivité à partir de notre prix de revient. Nous vendons avec un prix ferme. Quand il y a une consultation d'opérateur, il n'y a pas d'enchère. Le prix est fixé et la consultation porte sur la qualité du projet social, environnemental, etc. Et nous prenons le risque de l'urbanisme, en fait, un EPF est là pour ça. C'est-à-dire qu'en amont, nous achetons les fonciers, en général, et c'est là qu'on est utile, avant qu'ils aient le nouveau droit des sols. On travaille beaucoup sur des systèmes de friches industrielles ou d'entrepôts, etc. Donc classés UI en général dans les PLU et qui ont vocation à devenir du UA, c'est-à-dire faire des quartiers nouveaux avec de l'habitat, du tertiaire ou de l'activité aussi. Donc on prend ce risque, ça ne marche pas toujours. 4 ans après, le PLU n'a pas bougé pour tout un tas de raisons. On prend aussi le risque de l'urbanisme dans la mesure où
Bien évidemment, quand on signe une promesse, c'est sur la base d'un permis de construire qui va être déposé et on ne passe à l'acte que lorsque le permis de construire est purgé de tout recours. Et ça peut prendre des années. Nous, on considère que notre rôle, c'est d'apporter cette valeur ajoutée parce qu'on connaît des secteurs à recours et où les gens savent qu'en faisant du harcèlement, finalement, en multipliant, ils finiront par décourager les opérateurs parce que le temps, c'est de l'argent. Donc lorsque nous intervenons, moi je dis j'ai tout le temps. Voilà. Parce qu'on a une structure financière qui permet de gérer la question du temps. C'est parfois assez pédagogique et ça rassure. Et puis nous prenons le risque technique lié au sol. C'est-à-dire que nous faisons les études en amont, nous essayons de purger, enfin entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais enfin les questions de pollution et d'archéologie. Si nous nous trompons, ça arrive, on n'a pas tout vu. On paye, parce qu'on s'est trompé, c'est nous qui nous sommes trompés. Voilà, on prend tout ce risque-là. Voilà. Alors par contre, il y a une chose que nous ne prenons pas, que nous ne prendrons jamais, c'est le risque commercial. Moi, je considère qu'un opérateur, qu'il soit d'ailleurs promoteur, qu'il soit aménageur, une fois qu'il a acheté le terrain, ou pendant qu'il l'achète, il a vocation, évidemment, à le recéder, à trouver des clients, mais c'est à lui à prendre son risque là-dessus. J'ai été promoteur, donc je sais que c'est un véritable risque, enfin, ça dépend des périodes, mais c'est un véritable risque, mais ça n'est clairement pas le vendeur du terrain, le propriétaire, que ce soit d'ailleurs une personne publique ou une personne privée, qui doit assumer ce risque. C'est la valeur ajoutée. Alors après, il y a le risque des études, effectivement. Hein, ça nécessite quelques études qu'on peut perdre. Voilà. Donc moi, à l'EPF, hein, on pratique la promesse synagmatique, qui prévoit une exécution forcée, parce que pour l'instant, il n'existe rien d'autre. On n'a encore jamais procédé à une exécution forcée. Bien évidemment, on y met toutes les clauses suspensives, mais pas de commercialisation. D'obtention de certains financements, mais à condition que les dossiers soient déposés dans les temps, les dossiers de financement pour le logement social. Voilà. Donc, effectivement, il faut peut-être prévoir des choses il faut peut-être aller plus loin dans la prévision de l'imprévu. Mais l'imprévu, ça n'est pas simplement une question de bonne ou mauvaise volonté. On ne peut pas dire, dans un contrat entre deux parties, j'étais de bonne volonté, j'ai pas pu, le client n'est pas venu, c'est pas ma faute, donc on arrête. Voilà. Un petit mot pour terminer, parce que je pense que sur la promesse unilatérale. Alors effectivement, la promesse unilatérale, seul le propriétaire est engagé. Moi, je pense que c'est bien quand les propriétaires ne sont pas des professionnels. Mais la contrepartie de la promesse unilatérale, parce que ça gèle quand même un terrain, ça gèle votre actif, votre patrimoine pendant quelques temps, c'est qu'elle a une contrepartie financière si l'opération ne se fait pas. Donc ça, c'est le prix du gel du terrain. Je constate quand même qu'il y en a qui sont absolument sans aucune contrepartie. Je considère que dans des cas comme ça, c'est à la limite de j'ai le terme. Voilà. C'est totalement déséquilibré, on va dire. Voilà. Mais nous, à l'EPF, nous considérons qu'entre professionnels, qui ont toutes les capacités, nous nous fournissons les études. Si l'opérateur a besoin de 2 mois pour faire compléter les études de sol, on fait un pacte de préférence, et pendant 2 mois, il a une exclusivité totale. Voilà. Mais on fait des promesses synagmatiques parce que entre professionnels, on doit pouvoir s'engager de manière un peu plus ferme, parce qu'on traite d'égal à égal d'une certaine manière, en termes de technicité, de droit, etc. Merci beaucoup. Monsieur le professeur, est-ce que vous pensez qu'il est envisageable de réfléchir à un avant-contrat qui vaudrait engagement synalagmatique des deux parties, hein, parce qu'on voit bien que d'un côté comme de l'autre, l'objectif n'est pas de dire finalement, au bout de 2 ans, 3 ans de travail, finalement j'ai plus envie de vous vendre ou j'ai plus envie d'acheter. C'est pas l'objectif, hein. Donc on voit bien que l'idée c'est que chacun de part et d'autre ont pris des risques. Et donc l'objectif c'est d'acheter et de vendre à terme. Mais on voit bien aussi que l'exécution forcée sur ce type d'opération, finalement, n'a pas grand sens. Parce qu'un aménageur qui va mettre en exécution forcée un promoteur qui est finalement acheté mais ne va jamais construire, après, de toute façon, aura la possibilité de mettre en œuvre sa condition résolutoire. Donc tout ça n'a pas grand sens. Un aménageur qui veut pas vendre, de toute façon, aura des phénomènes de blocage plus tard dans le cadre de l'opération. Donc on voit bien que
la traduction de l'engagement synalagmatique par l'exécution forcée n'a pas grand sens. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Est-ce que c'est complètement baroque ? Surtout, Michel, oui. pour compléter ce que tu dis et pour rebondir sur ce que disait M. Bouvelot, c'est que, en fait, quelle est en pratique la raison pour laquelle le promoteur n'achète pas ? En pratique, c'est parce qu'il a un problème de commercialisation. Quand M. Bouvelot parlait en fait des différents aléas qui pouvaient amener à ce que le contrat ne se réalise pas, donc évidemment c'est toutes les études de sol, la géotechnie, la pollution, l'obtention du permis de construire, qui est quand même l'épine dorsale du contrat. Mais j'allais dire, ça c'est des vrais risques. Si on peut faire les études, on dépense de l'argent pour faire des études, et c'est pas possible, tant pis, mais voilà, ça c'est le risque du promoteur. La problématique, c'est que l'aléa de la commercialisation, c'est en fait la prise en compte d'un contexte économique qui s'impose à tous, et pas juste à un promoteur sur une opération déterminée. Donc, la problématique, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la problématique de commercialisation, ça contamine l'obtention de la GFA, l'obtention des financements de l'opération, et que donc ça rend impossible l'opération. Donc ce n'est pas du fait d'un promoteur qui se désintéresserait à un moment donné de l'affaire. Et donc c'est pour ça que l'exécution forcée, dans ce cas-là, quand l'opération devient impossible à produire, ne répond pas, à mon avis, ni aux objectifs du vendeur de terrain, ni aux objectifs du promoteur. Monsieur le professeur. C'est bon, oui. Merci d'abord de m'associer à cette réflexion. Il y a une interaction permanente entre les créations de la pratique, les besoins de la pratique et leur insertion dans le système juridique qui est très, très fructueuse. Donc, ce type de confrontation me semble très intéressant. Alors, vous me demandez s'il est possible de réfléchir. Je vous réponds oui, il est toujours possible de réfléchir. Et donc, allons-y ensemble. Ce qui me frappe dans votre expression, les promesses synalagmatiques ne valant pas vente, je ne sais pas si vous avez essayé dans la rue auprès du citoyen Gamma, l'expression, qu'est-ce que ça vous dit, les promesses synalagmatiques ne valant pas vente. On a l'impression que c'est quelque chose d'effroyablement compliqué et technique. Alors, ce que je comprends dans votre question, au cœur du problème, il y a l'article 1589 du Code civil, la promesse de vente vaut vente lorsque on est convenu de la chose et du prix. Et au fond, la question c'est, mais est-ce qu'on est condamné à l'article 1589 ? Est-ce qu'on ne peut pas inventer quelque chose qui serait contraire à l'article 1589 ? Donc je veux dire simplement 2 ou 3 observations générales pour dégager le terrain, et puis ensuite voir comment on pourrait répondre à ces besoins de à la fois s'engager et ne pas s'engager, pouvoir en sortir, pas d'exécution forcée, etc. Première observation, 1589. Le texte est très mal interprété souvent par la pratique. La promesse de vente vaut vente dès qu'on est convenu de la chose et du prix. Ce que signifie ce texte, historiquement, c'est qu'on n'a pas besoin d'autre chose que d'un accord sur la chose et sur le prix pour être en présence d'une vente. Et ça, c'est une grande révolution, en tout cas dans le Code civil, à l'époque du Code civil, puisque dans la tradition romaine, qui a été conservée d'ailleurs par notamment le droit germanique, la promesse de vente ne vaut pas vente, c'est-à-dire le seul échange des consentements ne suffit pas à opérer le transfert de propriété. Alors ce que dit l'article 1589, c'est qu'en droit français, le seul échange des consentements suffit à opérer l'effet principal de la vente, qui est le transfert de propriété. Un point, c'est tout, mais à condition, ce que ne dit pas l'article 1589, mais qui est une évidence, que chacune des deux parties ait décidé, l'une de vendre, l'autre d'acheter. Ce que dit l'article 1589, c'est qu'on n'a pas besoin d'autre chose que du consentement. Mais ça ne veut pas dire qu'un accord sur la chose et sur le prix soit nécessairement, immédiatement et pour toujours une vente. Il peut y avoir accord sur la chose et sur le prix, c'est-à-dire la période des négociations est terminée, nous sommes d'accord, si nous traitons,
pour que la chose soit ceci dans telle et telle condition et que le prix soit cela dans telle et telle condition. Mais pour le moment, nous ne sommes pas encore d'accord pour l'un vendre, l'autre acheter. C'est parfaitement possible et ça ne heurte en aucune manière l'article 1589. Deuxième observation, une observation de bon sens. Et on tourne autour de cette question depuis très longtemps. Est-il possible, mais c'est presque une question, c'est même pas une question juridique, c'est du bon sens, de promettre de consentir? Est-ce qu'on peut promettre de consentir? Réponse, en pur bon sens, non, on ne peut pas promettre de consentir dans le futur. C'est-à-dire, je m'engage à donner mon consentement. Ça n'existe pas. Ou je le donne maintenant, ou je ne le donne pas, et donc j'aurai la liberté de ne pas le donner ou de le donner plus tard. Ça, c'est une donnée élémentaire, et très souvent, en pratique, on voit, à travers notamment l'utilisation de la condition potestative ou des choses de ce type, on essaye à la fois de dire je m'engage, mais je ne m'engage pas tout de suite. Alors c'est ce point-là qu'il faut clarifier. Est-ce qu'on est à un moment où le vendeur consent à la vente et l'acheteur consent à acheter? Est-ce qu'il prend sa décision maintenant, quitte à ce qu'on retarde le transfert de propriété, qu'on insère des conditions, etc., etc., ou est-ce qu'il ne prend pas sa décision maintenant? Voilà. Alors, si je comprends les promesses synallagmatiques de valant pas vente, l'idée est la suivante: les parties ont arrêté la chose, les conditions de la vente, le prix, il n'y a plus de négociation, c'est fini. Les conditions de la vente sont arrêtées. Mais, pour le moment, aucune des deux parties n'a pris, si on est en présence d'une promesse synallagmatique ne valant pas vente, n'a pris la décision, l'une de vendre, l'autre d'acheter. Et c'est en cela qu'on est très loin de la promesse unilatérale, ou dans la promesse unilatérale, précisément, l'une des parties, le promettant, a donné son consentement à la vente. Lui, il est définitivement engagé. Voilà, deuxième observation. Donc, je pense que dans la formule qu'on essaye de trouver, il faut tenir compte de cette idée qu'il y aurait une contradiction fondamentale à dire à la fois je décide de vendre et en même temps je me réserve de ne pas vendre. C'est pas possible. On peut différer tout un tas de choses, mais le point fondamental, c'est à quel moment y a-t-il consentement définitif, et c'est sur ce point-là qu'il faut réfléchir. Ça, encore une fois, c'est pas tellement une contrainte du droit français, c'est une donnée, disons, anthropologique. On peut pas faire une chose et son contraire en même temps. Donc on peut pas à la fois dire je vous promets que je vends, j'ai pris la décision de vendre, mais elle ne sera définitive que lorsque je comparaîtrai devant le notaire. C'est l'un ou l'autre. Troisième observation, toute cette question des avant-contrats, de tout ce qui se présente avant la vente, au fond, nous sommes dans le domaine de la liberté contractuelle absolue. Il n'y a pas, sauf depuis un certain temps, sur la question de la durée des promesses, de la forme, etc., une certaine réglementation des cessions de promesses. Donc il y a un peu de réglementation impérative. Enfin, disons que d'une manière générale, dans le domaine de l'avant-contrat, on est gouverné par la liberté. C'est la liberté complète. Donc peut-on monter des contrats qui répondent aux besoins de la pratique? En principe, oui. Et voyez bien que l'article 1589 n'est pas du tout un obstacle à cela, puisque j'ai dit en commençant que le texte ne dit pas qu'à partir du moment où deux personnes sont d'accord sur une chose et sur un prix, il y a nécessairement, obligatoirement une vente. Non, il manque l'élément essentiel, à condition qu'elles soient d'accord, l'une pour vendre, l'autre pour acheter. Ce qu'on appelle, dans le Code civil, promesse, précisément. Quatrième observation. Alors, c'est la notion de promesse, d'avant-contrat, etc. Ce sont des créations de la pratique, mais qui sont très ambiguës. Au fond, quand on regarde l'avant-contrat de vente, il y a deux éléments dans un avant-contrat de vente. Il y a une anticipation sur la vente, et c'est ce côté-là qui nous gêne ici. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Mais il y a aussi un autre élément dont a parlé M. Aguigui, notamment, c'est que ça va donner à chacune des parties, pendant la durée de l'avant-contrat, un certain nombre de droits.
immobilisation. Donc, on est une exclusivité qui est liée à l'immobilisation pendant un certain temps. De son côté, le promoteur, éventuel futur acquéreur, muni de cette immobilisation, va pouvoir faire un certain nombre de choses, un certain nombre, les opérations d'études, de pré-commercialisation, etc. Donc, cet aspect de l'avant-contrat, au sens, cette fois-ci l'avant-contrat au sens purement temporel, c'est une période qui se trouve avant le contrat. Cet aspect-là, il peut être librement organisé par les parties. Nous n'avons pas de contraintes sur cette question. Autrement dit, je pense que dans notre réflexion, il faut absolument distinguer l'aspect anticipation sur le contrat. Par exemple, dans une promesse unilatérale de vente, l'anticipation est très forte, puisque l'une des parties a donné son consentement à la vente. Dans une promesse synalagmatique classique, elle est aussi encore plus forte, puisque chacune des deux parties a donné son consentement définitif à la vente. Mais on peut très bien imaginer des avant-contrats, donc des conventions qui se situent avant le contrat, qui ne comportent pas d'anticipation sur la vente. Et ces avant-contrats ont leur utilité parce qu'ils organisent les relations entre les parties dans la période qui précède la vente, sans qu'on sache nécessairement si la vente interviendra ou pas, ce qui est une autre question. Donc, intellectuellement, on peut tout à fait dissocier anticipation sur la vente et organisation des relations entre les parties, qui implique qu'on détermine clairement les relations des uns et des autres, qu'on détermine clairement la durée de cette période, ce qui se passe si tel et tel événement ne se produit pas pendant cette période, les indemnisations réciproques. Vous avez parlé, par exemple, de l'obligation de transmettre les études, qui peut être en effet une obligation à la charge du promoteur, dans l'hypothèse où la vente n'interviendrait pas, des choses de ce type. Donc, pour répondre à votre question d'une manière encore un peu générale, puis je vais dire un ou deux mots un peu plus précis, je pense qu'en effet, il y a là un domaine de liberté complète, et c'est très heureux, qui s'ouvre à l'ingénierie juridique, parce qu'encore une fois, il n'est pas nécessaire d'entrer dans le futur contrat dès l'organisation de la période précontractuelle. Alors, maintenant, si j'ai bien compris, il y a au fond des objectifs qui sont assez différents. Le promoteur, futur ou éventuel acquéreur, veut plusieurs choses. Premièrement, il veut arrêter l'affaire. Donc il n'y a plus de discussion sur le prix, il n'y a plus de discussion sur la chose, c'est arrêté. Ça, c'est tout à fait possible en convenant l'un et l'autre que les négociations sont terminées et que si l'on traite, on traitera pour tel prix, dans telle et telle condition, et avec telles et telles obligations. C'est-à-dire que tout le contenu de la future vente peut être définitivement arrêté entre les parties, sans pour autant qu'elles aient pris la décision l'une d'acheter, l'autre de vendre. Ça, c'est possible. Deuxièmement, il veut être certain que s'il décide, et s'il s'avère que l'opération est faisable, il puisse effectivement la faire. Il a besoin d'une immobilisation. C'est-à-dire que pendant cette période, le terrain ne soit pas vendu à autrui. Tout à fait possible. Ça, c'est une obligation de ne pas faire. Que le propriétaire du terrain, donc, s'oblige à ne pas vendre à autrui ou à ne pas traiter avec autrui pendant une certaine période. C'est une obligation de ne pas faire, qui appelle normalement un prix, c'est ce que vous disiez, mais pas nécessairement. La jurisprudence dit qu'il peut y avoir immobilisation sans contrepartie. Mais là, il y en aurait une qui peut être soit une indemnité, soit elle peut trouver sa contrepartie dans l'obligation pour le promoteur de transmettre les études, les différentes améliorations, disons, techniques, intellectuelles à propos du terrain, si jamais l'opération ne se fait pas. Et vous avez dit un troisième point, vous soulignez, peut-être pas vous, monsieur, mais que l'exécution forcée n'est pas une solution. C'est ce qui a été dit à plusieurs reprises. Autrement dit, il faut se retirer de l'esprit que le propriétaire du terrain puisse contraindre le promoteur à acquérir si le programme n'est pas viable. Bon, pour toute une série de raisons, c'est facile à comprendre. Alors,
dans cette hypothèse, au fond, la structure à laquelle on pense, c'est une durée convenue à l'avance de cette période. Il peut y avoir un terme fixe ou un terme incertain. Et à partir de là, les parties règlent les conséquences, soit de l'absence de vente, soit au contraire des conditions dans lesquelles la vente interviendra au point de vue formel, etc. Et donc cette période-là peut donner lieu, par convention, à un système d'indemnisation ou de prix payés, etc. Donc sur le principe, il me semble que moi j'ai un peu de mal avec le titre, mais c'est promesse synalagmatique ne valant pas vente. Mais enfin, si tout le monde est d'accord pour comprendre ce qu'on veut dire, il n'y a aucun problème. C'est plus difficile à expliquer, mais c'est vrai que c'est pas fait pour le citoyen lambda. Et ça a l'air de dire qu'une promesse synalagmatique, bon, encore une fois, nous sommes dans le domaine de la liberté. Je vois bien cette espèce d'épée de Damoclès qui est l'article 1589, mais franchement, l'article 1589 n'est pas une épée de Damoclès. C'est un texte très intéressant sur le plan historique qui dit simplement que pour qu'on ait une vente, il suffit d'un accord sur la chose et sur le prix, qu'il n'y a pas besoin d'autre chose. Voilà ce que dit le texte. Et notamment, donc, ils rompt avec la tradition romaine qui voulait que s'ajoute une formalité au simple échange des consentements, que s'ajoute une formalité, c'est le système du droit allemand actuel, une formalité susceptible d'opérer le transfert. Ce que dit 1589, c'est qu'on n'a pas besoin d'autre chose que cet échange des consentements. Mais encore faut-il qu'il existe. Si les parties ne sont pas actuellement décidées, l'une à vendre, l'autre à acheter, c'est parfaitement possible. Et alors ça s'appelle avant-contrat, enfin on appelle ça comme on veut. On peut lui donner un nom bizarre, on peut lui donner un nom... Mais l'essentiel, c'est de savoir, est-ce qu'on a décidé l'un de vendre, l'autre d'acheter, l'un et l'autre de vendre et d'acheter. C'est sur ce point-là que le projecteur doit être mis. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Je vais faire, avant que Jean-Luc n'intervienne, peut-être que Mabod ou monsieur Bouvelot voudront réagir. Moi, je dirais, par rapport à tout ce que vous nous avez dit, et de manière fort brillante et extrêmement construite juridiquement, j'ai juste une observation. On a bien compris que, en fait, on ne pouvait pas finalement s'engager et ne pas s'engager en quelque sorte, et que c'était contraire au bon sens. Et qu'à partir du moment où on dit que ça ne vaut pas vente, eh bien, ça ne peut pas valoir vente. La seule difficulté dans tout ça, c'est qu'il y a un élément psychologique, et c'est un élément psychologique fort, c'est que à la fois la personne publique ou l'aménageur et à la fois le promoteur, en quelque sorte, quand ils contractent, ils veulent vendre, ils veulent acheter. C'est ça la difficulté et le paradoxe de la situation. Oui, alors... Oui, bien sûr. D'abord, il y a une observation, là encore, de bon sens. En droit, on n'est pas du tout rébarbatif au bon sens. Hein. Et donc, si après avoir négocié, après avoir investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent dans la négociation, ensuite les parties passent un avant-contrat qui comporte notamment l'obligation de faire un certain nombre, un engagement de procéder à un certain nombre de choses dans un certain délai, moyennant un certain prix, etc., c'est que l'une et l'autre partie a l'intention de mener le projet jusqu'au bout. Ça c'est une évidence. Et je pense qu'il faut faire une différence entre l'intention de parvenir à la vente, qui est évidente et qui explique tout cela, et la décision. Vous voyez, il me semble que si l'on dit, ce qui est techniquement la manière dont on ferait une promesse synagmatique ne valant pas vente, les parties ne seront définitivement engagées l'une à acheter, l'autre à vendre, que par la signature de l'acte authentique. On fait donc, ou par la réitération, on peut appeler ça comme on veut, on fait donc de la conclusion devant le notaire l'élément de la conclusion de la vente. La conclusion de la vente s'opère à ce moment-là. La jurisprudence dit qu'il y a une solennisation de la vente. On fait de l'acte authentique une condition de formation. C'est possible, c'est pas le cas dans la plupart des promesses synagmatiques, mais c'est tout à fait possible, la jurisprudence le montre. Alors, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que jusqu'au dernier moment, chacune des parties a la liberté de ne pas se présenter devant le notaire. Et que l'autre ne pourra jamais la contraindre puisqu'elle a réservé son consentement, et c'est forcément un consentement libre, un consentement qu'elle peut ne pas donner. Ça ne veut pas dire pour autant que, évidemment, cet ensemble-là est destiné à parvenir à la vente. Vous voyez, on peut d'ailleurs aménager le rapport d'obligation entre les parties dans cette période de telle manière que tout pousse les parties à aller à la vente. Il reste quand même ce point fondamental sur lequel c'est la pierre d'achoppement. Et il y a un contentieux très abondant sur cette question parce que souvent c'est pas clair et je pense qu'il faut que ce soit clarifié. Est-ce que la décision pour l'un de vendre, le consentement à la vente pour l'un et pour l'autre d'acheter, ou pour l'un et pas pour l'autre, peu importe, est-ce qu'il a été donné ou pas donné? Définitivement, c'est ça la question. Et là-dessus s'enclenche bien sûr l'exécution forcée. Si l'exécution forcée n'est possible que contre celui qui s'est définitivement engagé ou à acheter ou à vendre selon l'hypothèse. Vous voyez. Je ne pense pas qu'il soit possible, là ce serait pour moi, mais bon, possible je me trompe, hein, un monstre juridique, la promesse de consentir. Ça pour moi c'est quelque chose qui ne peut pas exister. Ou je consens, ou je me réserve de consentir. Et on voit bien, enfin je pense que c'est très intéressant, c'est que vous distinguez bien la notion d'intention et la notion de décision. Hein. Je pense que c'est ça un peu la clé du dispositif, c'est-à-dire que les deux parties ont l'intention d'acheter et de vendre, bien sûr, et elles vont engager des frais, etc. Et le contrat traduira très clairement cette intention. D'ailleurs, dans les sanctions, si on ne va pas jusqu'au bout, et la décision qui est retardée jusqu'au moment de la concrétisation de l'acte authentique. En fait, dans ce type d'avant-contrat, ce qui serait sanctionné, c'est le fait de ne pas donner son consentement, pour l'un ou pour l'autre. Non, justement, en droit français, encore pour le moment, le consentement est libre. Donc, il n'y a pas de faute à ne pas donner son consentement. Pas de faute, mais est-ce qu'on ne peut pas organiser un système de pénalité? Parce que, en fait, la problématique, c'est qu'un promoteur qui aura fait ses études, dépensé beaucoup d'argent, etc., si au bout du délai de cet avant-contrat, le vendeur, pour une raison ou pour une autre, lui dit « Bon, mais en fait, j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui me paye un meilleur prix », là, est-ce que le fait de ne pas donner son consentement à la vente au bout du délai de cet avant-contrat est sanctionnable ou pas? Et réciproquement, bien sûr. Et réciproquement, c'est exactement le cœur de la question. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut être sanctionné pour ne pas avoir consenti? Par définition, le consentement est libre. Alors, en dehors de ces promesses synagmatiques ne valant pas vente dans le système classique de la promesse unilatérale ou de la promesse synagmatique, vous ne pouvez sanctionner que celui qui a pris la décision. Par exemple, dans une promesse synagmatique, l'une et l'autre partie peut en principe contraindre l'autre à donner une forme authentique à la vente. Pourquoi? Parce que préalablement, l'une et l'autre se sont engagées, l'une à acheter, l'autre à vendre. Et dans la promesse unilatérale, le bénéficiaire, s'il lève l'option, peut contraindre le promettant parce que le promettant a donné définitivement son consentement à la vente. En revanche, si on est dans un système dans lequel les parties ont dit c'est seulement l'acte authentique qui manifestera la conclusion définitive du contrat, elle signifie par là qu'elle conserve la liberté de vouloir de consentir ou de ne pas consentir jusqu'au moment de l'acte authentique. Et il me paraît difficile, du seul fait qu'il y a refus de consentir, d'y accrocher une sanction, puisque par définition, chacune des parties avait gardé la liberté. Alors, il reste que on peut peut-être réfléchir à la question de la motivation, c'est-à-dire de l'encadrement de la motivation pour chacune des parties de consentir ou de ne pas consentir. Donc sous l'angle de la motivation, on peut sans doute réfléchir à quelque chose. Vous voyez ? Mais encore une fois, je ne vois pas... Enfin, il me semble qu'il faut partir de cette idée que une porte doit être ouverte ou fermée. On peut dire ça de cette manière-là. On peut dire aussi, on ne peut pas faire une chose et son contraire.
Bien sûr. Juste un point, parce que sinon je pense qu'on va définitivement mettre un terme aux promesses. Elles vont mourir de leur belle mort à la fin du colloque, si on vient dire qu'on ne peut pas les sanctionner. En fait, dans ce que je comprends, hein, donc on voit bien qu'on distingue l'intention et la décision, qu'on va être dans une période où les deux parties auront manifesté très clairement leur intention, qu'elles vont faire toute une série de démarches pour obtenir leurs autorisations, faire les études, etc. Que dans ces contrats-là, bien sûr, vont être mis toute une série de conditions suspensives, notamment celle de permis de construire, hein, et qu'au bout du compte, si toutes les conditions suspensives sont remplies, sont réalisées, eh bien, si l'une ne vend pas ou l'autre n'achète pas, il faut qu'on puisse sanctionner le fait de ne pas aller devant le notaire passer l'acte. Parce que sinon, je dirais là... C'est le terme. Alors non, simplement, c'est peut-être de la coquetterie de professeur de droit, il y en a beaucoup. C'est le terme sanction qui me... Parce que la sanction, dans mon esprit, c'est la conséquence de la violation d'une obligation. Et je ne comprends pas qu'on puisse sanctionner quelque chose qui n'était pas une obligation. Mais c'est le terme sanction, mais on va se mettre d'accord, vous allez voir. Appelons cela plutôt le prix. Appelons ça plutôt le prix. Alors, du côté le promoteur qui ne veut plus faire alors qu'il pourrait faire, le prix, ben, ça va être l'immobilisation. Ça va être le prix du blocage, et le prix peut être très élevé. La Cour de cassation nous dit que ça, on est dans le domaine de la liberté contractuelle. Donc on peut avoir un prix tellement élevé que si tout va bien et que le promoteur finalement se dit « je préfère ne pas faire cette opération », ça lui coûte très cher. Mais c'est un prix cette fois-ci. C'est pas la peine non plus. Hein. Comment ? Je veux dire, c'est pas la peine de surenchérir. Attendez, on va aller de l'autre côté tout de suite. Donc, mais vous voyez, il faut l'appeler prix. Et ça, c'est important parce qu'il faut lui retirer tout caractère pénal. D'ailleurs, si c'était une clause pénale, vous aboutiriez au risque de la révision judiciaire, etc. On entrerait dans un système. C'est le terme sanction, vous voyez, c'est là-dessus qu'il y a... Et de la même manière, en sens inverse, si c'est le vendeur qui finalement, alors que tout va bien, le programme est en route, et tout pourrait aller bien, dit « finalement, j'ai trouvé quelqu'un d'autre », à ce moment-là, il a l'obligation de racheter les études, il a l'obligation de racheter toutes les prestations qui ont été accomplies par le promoteur pour un prix très élevé. Vous voyez ? Non, c'est important, ça a l'air d'être une astuce, c'est pas une astuce. Encore une fois, le régime juridique n'est pas du tout le même. Vous voyez ? L'idée, c'est que à ce moment-là, notre convention débouche sur un rachat de mes études, sur un... Vous voyez ? Monsieur Hanès, je suis d'accord avec vous, et je pense que ça apporte une réponse. Si ça devait marcher, on attendra Maître Tixi, mais ça apporte une réponse à ce que disait M. Bouvelot tout à l'heure. M. Bouvelot, vous disiez que vous preniez le risque du terrain, vous preniez le risque d'urbanisme, mais vous ne preniez pas le risque de commercialisation. Et justement, c'est là où la promesse énigmatique, qui n'aboutirait pas à l'obligation d'acheter, peut, par la sanction attachée à cette non-obligation d'achat, répondre à cette question de risque de commercialisation que vous ne pouvez pas prendre, mais que le promoteur ne peut pas assumer non plus, puisqu'il n'a pas commercialisé, il ne va pas construire quelque chose qui va rester en plan. Et donc, il va pouvoir, dans le cadre de sa promesse, dans le cadre de la sanction ou du prix prévu, des conséquences, venir indemniser le propriétaire du terrain qui, effectivement, n'a pas à supporter les risques de commercialisation. Oui. Non, je ne suis pas d'accord, mais bon. Non, sur l'idée, effectivement, j'ai dit que l'exécution forcée, on ne l'a jamais pratiquée à l'EPF. Ça ne veut pas dire qu'on n'aurait jamais envisagé de la pratiquer, ou qu'on n'envisage pas, parce qu'on en a. Mais c'est l'arme atomique, il faut être clair. C'est l'arme atomique. Donc, il vaut mieux avoir un système de riposte graduée, pour rester dans la métaphore, avant de passer à l'arme atomique. Après, je pense que les gens sont intelligents. En fin 2008, début 2009, là, au moment du retournement généralisé, il n'y a pas eu d'exécution forcée de qui que ce soit à ma connaissance, et il y a eu une discussion généralisée, une revoyure, parce que les conditions générales du marché avaient totalement changé. Mais je continue à considérer, encore une fois, j'étais promoteur, hein. Puis j'ai fait des opérations qui ont bien marché, d'autres moins, que dans un marché, puisqu'on parle du risque commercial, dans un marché qui est à peu près connu, étal et assez prévisible,
Si une opération se plante, c'est parce que l'opérateur a pris des risques et qu'il en est responsable. Voilà. On ne peut pas reporter ça sur quelqu'un d'autre. C'est la vie. S'il vend très très bien, il n'a d'ailleurs pas reversé aux vendeurs du terrain une part des recettes. Enfin, je sais qu'il y a des clauses qui sont comme ça, mais moi que je trouve tout à fait anormales. Et on prend un risque. Si on fait bien son boulot, on gagne bien sa vie. Si on le fait mal, on la gagne moins bien. Parfois, on la perd un peu. Voilà. Donc chacun doit prendre son risque. C'est pour ça, moi, d'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Et puis, je suis preneur de toute réflexion là-dessus. Mais je voudrais juste dire une chose. C'est qu'il faut quand même garder un lien, quel que soit l'outil juridique qu'on trouve. Un lien qui ne soit pas un lien faible, mais un lien fort entre les parties. Bon, non seulement pour des questions juridiques, mais aussi parce que c'est une question de confiance. C'est un fort qui maintient la confiance. Encore une fois, c'est vrai qu'il y a toujours des petits problèmes sur une opération qui nécessitent de l'intelligence, de la créativité, des choses comme ça. On peut en trouver de l'intelligence, de la créativité, on peut décider de ne pas se fatiguer, etc. Et c'est assez difficile à démontrer que vous n'avez pas été assez créatif parce qu'on n'est pas à votre place, voilà, pour être clair. Donc à un moment, le lien fort, ça maintient la confiance. Et la confiance que le partenaire, il assumera son risque jusqu'au bout. Encore une fois, c'est un risque qui, effectivement, parfois peut se révéler majeur, mais c'est son risque. Moi, quand j'achète un terrain, ça m'arrive, ça m'est arrivé. Et puis qu'au bout du compte, il y a une élection municipale. La nouvelle municipalité a fait un choix d'urbanisme qui n'est pas tout à fait celui sur lequel la précédente s'était engagée. Je me retrouve avec mon terrain sur les bras et puis je passerai des pertes où je mettrai en demeure, enfin, etc. Mais enfin, donc ça, c'est la vie. Voilà. Parce que de toute façon, on est quand même... Alors, je parle des ventes entre professionnels, donc les aménageurs, les promoteurs qui se revoient régulièrement. J'ajoute que la confiance aussi, c'est un argument essentiel pour continuer à travailler ensemble d'un site sur l'autre. Parce que si à un endroit, on a l'impression de s'être fait avoir, on se dit au revoir, et puis on se reverra dans une dizaine d'années. Voilà. Donc c'est pour ça que on ne peut pas simplement dire j'ai des risques, je fais de mon mieux, enfin, etc. Excusez-moi, voilà. Donc je maintiens le fait qu'il faut qu'il y ait des choses fortes. Alors c'est vrai que est-ce qu'il faut garder l'arme atomique à la fin ou pas Moi je pense qu'il faut la garder, mais il faut une riposte graduée. Voilà. Mais je crois que sur le fait qu'il faut des choses très fortes, je pense que tout le monde est d'accord, et de part et d'autre. Parce que de toute façon, s'il n'y a pas des choses fortes, les promoteurs ne s'engageront pas à dépenser comme ils le dépensent. Et quand on voit des opérations actuellement, actuellement je travaille sur le dossier de Batignolles, quand on voit les sommes engagées sur des dossiers de cette nature, on voit bien qu'il faut un engagement fort et que l'engagement fort, il est de part et d'autre. Alors je pense que M. Bouvelot, vous dites un mot très important. On est sur des rapports de confiance et des rapports forts. Je pense aussi qu'il faut rajouter 2 termes qui sont le rapport de bonne foi et un rapport d'équilibre. Et c'est ce qu'on essaye. Et vraiment, l'objectif, c'est de trouver le contrat qui réponde à ça. Et je pense que quand M. Aguigui dit si on n'arrive pas à commercialiser, si on a un vrai problème, etc., on ne veut pas se retrouver avec un terrain qui va nous servir à rien puisqu'on ne pourra pas mettre en œuvre l'opération. L'idée, c'est pas je ne veux pas prendre mon risque, parce que mon risque, je le prends en ayant alors pas une sanction, mais un prix fort. Donc parce que ça veut dire que et donc je pense que après il y a ceux qui sont pour ou non l'arme atomique finalement. Puis on est au cœur des débats en ce moment, mais je suis pas sûre en l'espèce que l'arme atomique produise le résultat qu'on a envie qu'il produise. Donc voilà. Et je pense vraiment que le lien fort, on doit être capable de le mettre, enfin qu'on a en tout cas les moyens juridiques de le mettre en œuvre. Mais il y a plusieurs choses pour la confiance. Heureusement, il n'y a pas que les règles de droit. Mais chacune des parties déclare à l'autre son intention. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et ces déclarations d'intention ont une portée juridique. Mais une chose est de déclarer son intention, et d'ailleurs on la manifeste par son comportement. Autre chose est de dire la vente est d'ores et déjà, pour moi, elle est conclue, etc. Vous voyez, c'est ça. Et alors, un autre point que je voulais souligner simplement d'un mot, c'est tout le problème du contentieux, de l'échec et notamment, on voit souvent la question de la libération du terrain. Quand l'une des parties a pris l'engagement ou d'acheter ou de vendre, la question qui se pose souvent en pratique, mais à partir de quel moment l'autre partie
peut-elle être sûre qu'elle peut revendre à quelqu'un d'autre, etc. Vous voyez, il y a tout un... Et alors, de ce point de vue-là, moi, je trouve que la question de la durée de l'avant-contrat, c'est-à-dire la certitude qu'à un certain moment, les parties sont libérées de leurs obligations de l'avant-contrat, est un point très très important. C'est-à-dire, à un certain moment, il faut être certain que, quitte à trouver des sanctions sur un autre terrain, des dommages et intérêts, etc., mais enfin, le terrain est libéré. Le terrain est libéré, ce qui suppose que le terme de la promesse soit nettement fixé. Jean-Luc, c'est dur, hein, mais comme je vous mets toujours dans des situations pas possibles, réfléchir en urgence et tout, je pense que j'ai pas de soucis sur ce que vous allez nous dire. Merci Michel. Non, je pense effectivement on est face à un problème d'outils, en fait, finalement, savoir si on a un outil adapté et si c'est un outil qui existe, premièrement, s'il est adapté et si on peut l'améliorer. Alors, sur son existence, on peut quand même, je pense, dire qu'il existe déjà à un niveau pas très développé, mais quand même, c'est dans des arrêts de la Cour de cassation, et c'est-à-dire ce qui a donné cette terminologie, puisqu'elle a été amenée à se prononcer sur des parties qui avaient signé une promesse helvétique de vente, qui pensaient a priori qu'elle valait vente, et finalement un certain nombre de décisions dans lesquelles la Cour relève ce que soulignait M. Hénès tout à l'heure, que finalement elles avaient apporté à l'acte notarié une portée, donc une solennité, qui fait que leur promesse helvétique ne valait pas vente. Et du coup c'est pour ça qu'on se promène avec cette terminologie un peu lourde. Effectivement, en plus, quand on la prend en abrégé, c'est encore plus imprononçable que PUV ou PSV. C'est un des inconvénients de ce contrat, c'est vrai qu'il n'est pas vendeur, parce qu'effectivement, son intitulé en lui-même est déjà un repoussoir. Mais tellement repoussoir d'ailleurs que quand on s'interroge, on a fait l'expérience avec Michel, un certain nombre de confrères du notariat ne la répertorient pas dans leur panel de contrats. Et quand j'interroge les étudiants en M2 en disant est-ce qu'un jour on vous a parlé de ce type de promesse, en général la réponse c'est non. Donc si vous voulez, effectivement, comment on peut espérer qu'un outil se développe si on n'en parle pas ? Alors c'est d'où l'intérêt de cette matinée, donc je remercie doublement Michel d'avoir lancé cette réflexion. Donc sur le nom, alors là on peut lancer un concours, comment l'appeler, ce type de promesse. Je ne sais pas quel sera le lot à la clé, mais on peut avoir de bons espoirs. Donc en fait, quand même, malgré tout, ce n'est pas un ovni. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on a bien effectivement la confirmation que l'on peut avoir convenu des éléments essentiels du futur contrat, tout en soulignant que ce futur contrat de vente, il ne se formera que par la signature de l'acte notarié, élément solennel entre les parties. Mais effectivement, dans ce cas-là, on ne pourra pas forcer l'autre à acquérir. Alors j'ai relevé que M. Bouvelot disait, mais finalement, je fais des contrats dans lesquels je prévois que je pourrais forcer à acquérir, mais vous dites vous-même, effectivement, qu'en définitive, on ne le fait pas. Donc on peut se poser la réflexion plus globale de se dire, est-ce que du coup l'outil est adapté, sachant qu'on évoquait à plusieurs reprises le problème de l'acquéreur potentiel qui ne commercialise pas, donc ne réunit pas le financement, donc ne peut pas produire ses garanties de financement et d'achèvement, et de ce fait avec l'opération qui reste comme ça en plan. Moi, j'ai souvenir d'un dossier dans les premières années d'activité où, effectivement, le vendeur avait demandé, donc c'est une promesse faite en vente, que son acquéreur soit condamné à acquérir, ce qui était le cas. Donc, première instance appel. Une fois qu'il a été condamné à acquérir, eh bien, en fait, il n'a pas payé son prix. Donc, rebelote pour résolution de la vente, instance appel, etc. Et donc, on était 8 ans après avec toujours l'opération stand-by. Donc, je crois qu'effectivement, c'est comme ça le débat. C'est de se dire, mais finalement, est-ce que cette arme présente un intérêt, surtout aujourd'hui, à un moment où, en fait, on veut... Des deux côtés d'ailleurs, un côté promoteur, se dire bon ben je passe à autre chose même s'il y a des conséquences financières dans ce qui m'est arrivé sur ce dossier, ou côté effectivement propriétaire du foncier en disant bon d'accord j'ai eu un problème avec celui-ci mais au moins je peux tout de suite repartir sur un autre projet. Donc c'est un point fondamental. Deuxième point d'ailleurs, j'en profite à cette occasion, on a évoqué à plusieurs reprises les conditions suspensives. Je dirais que les conditions suspensives, elles, de toute manière, on les organise de la même façon, quel que soit le type d'avant-contrat. Donc effectivement, on n'est pas sur un problème qui pourra se résoudre par le jeu des conditions suspensives ou par leur aménagement. Du coup, au risque d'être un peu provocateur, je dirais que la promesse helvétique ne valant pas vente est forcément un compromis. Alors pas un compromis de vente, mais un compromis en ce sens qu'on est quand même obligé de serrer les objectifs. On ne peut pas espérer avoir les mêmes avantages que dans une promesse unilatérale, on ne peut pas espérer avoir les mêmes avantages que dans un compromis valant vente. On est dans un autre domaine, et effectivement, comme tout avant-contrat, il faut s'assurer que les deux y trouvent les avantages qu'elles espèrent. Mais effectivement, ils sont particuliers, mais ils résident essentiellement dans cette capacité de rebondir.
l'un et l'autre pourront passer au suivant, au projet suivant pour le promoteur ou au promoteur suivant pour l'aménageur. Pour revenir sur ce que soulignait M. Hénès tout à l'heure, je pense que, pour rester dans une sphère un peu notariale, on pourrait presque comparer ce type d'avant-contrat à des fiançailles. On n'est pas obligé de se marier. On ne pourra jamais vous forcer à vous marier. Et en même temps, vous pouvez les rompre. Alors après, tout le débat sur les conséquences des ruptures fautives de fiançailles, mais alors ça, c'est pas le débat de la matinée. Mais ça m'a fait penser, enfin, je pense qu'on est dans un univers de ce type-là, c'est effectivement. Alors après, j'ai noté effectivement que Mabod nous disait, alors il y a quelques années c'était en sécurité routière qu'on vous disait ça, mais on disait sobriété, sécurité. Et donc Mabod nous a dit restez sobre. Restez sobre dans la rédaction. Alors effectivement, c'est bien là la plus grande difficulté. Et d'ailleurs, les arrêts de cassation sur ce type d'avant-contrat le montrent bien. À chaque fois, c'est sur un problème de rédaction. C'est-à-dire qu'on vient vous dire, et alors vous l'avez tout à l'heure relevé au passage, non mais... Et si on met réitéré, oui, mais si vous mettez réitéré, on va vous dire que si vous réitérez, c'est que la vente existe déjà. Donc on va vous dire que votre avant-contrat était déjà une vente, par exemple. Alors je ne vais pas reprendre tous les arrêts significatifs sur le sujet, on les mettra dans le document qui sera diffusé ultérieurement. Mais c'est vrai que du coup, ça demande à être rédigé de façon très fine. Et pas plus tard que d'ailleurs au début de cette année, j'ai eu un dossier où une collectivité avait signé avec un promoteur un protocole. Il y avait 30 pages, il y avait plein de choses dedans, et ils arrivent en disant... Il ne veut pas se présenter pour signer l'acte de vente, je voudrais qu'on le force à acquérir. Et là, eh bien, manque de chance pour eux, ils avaient passé une promesse synthétique de vente ne valant pas vente à l'insu de leur plein gré, si je peux m'exprimer ainsi, puisqu'effectivement, ils n'avaient pas compris que ce qu'ils avaient passé n'était pas un compromis valeur-vente, mais effectivement quelque chose qui ne se résolvait qu'en dommage-intérêt. C'était clairement dit. On disait bien que, pour reprendre ce que vous évoquiez tout à l'heure, compte d'une date précise, c'était caduque, et qu'effectivement, aucun des deux ne pourrait contraindre l'autre de façon forcée, et que ça se résolvait exclusivement en dommage-intérêt, qui d'ailleurs n'était pas chiffré, ce qui montre bien qu'il y a beaucoup de choses à parfaire sur ce sujet. Alors juste pour terminer sur ce bref tour d'horizon des problématiques juridiques, effectivement il y a un point important qui est toujours un petit peu un axe de réflexion, c'est effectivement le projet qui a été développé, les études qui ont été développées, le projet architectural qui a été développé. Et donc là effectivement, ne pas oublier que du coup il y a un volet de propriété littéraire artistique qui vient se grever sur ce point-là, parce qu'il est important en ce moment-là que les contrats qui sont passés, notamment avec les architectes, prévoient bien les hypothèses que l'on va développer effectivement dans l'avant-contrat, pour qu'effectivement on puisse bien prévoir qu'il va pouvoir y avoir une circulation au profit d'un autre maître d'ouvrage potentiel des études en question avant réalisation du projet immobilier. Voilà. Merci beaucoup Jean-Luc. Mabod, Monsieur Bouvelot, vous voulez réagir ? Juste deux mots. La durée de ce genre de promesse doit nécessairement être une durée raisonnablement longue, puisque la sanction de la fin, si on va jusqu'au bout de ce que vous dites ce matin, la sanction de la fin est le transfert, on n'a pas dit gratuit, hein, le transfert des études au propriétaire du terrain. Donc il faut bien laisser le temps au temps. On ne peut pas prendre des délais théoriques en disant le développement du permis c'est 3 mois pour le faire, 6 mois pour l'obtenir, donc au bout de 9 mois on est à bout de la promesse. Deuxième chose, j'aurais beaucoup de mal à écrire dans un contrat d'architecte qu'il est possible que je ne fasse pas l'opération et que son contrat sera transféré. J'ai un problème psychologique. Mais sinon, effectivement, on peut le prévoir. Oui, effectivement. Non, de toute façon, tout ce qu'on fait dans ces métiers, c'est une question de gestion du temps. Donc, si on se donne le temps ensemble de regarder comment l'opération avance, moi, de toute façon, je suis pour que les promesses, enfin, comme on l'appelle, tiennent jusqu'à ce que le permis de construire soit purgé. Donc, il n'est pas purgé, on est toujours engagé. Donc, et ça, c'est un temps qu'on ne prévoit pas à l'avance. Enfin, il faut être clair, ça va de 9 mois à 9 ans, voire davantage. Voilà. Par contre, effectivement, et c'est vrai que plus c'est long, plus la question de la commercialisation et les aléas du cycle se posent. Mais enfin, comme j'ai déjà dit, ça reste le seul problème du promoteur. Voilà. Donc je pense que, effectivement, récupérer les études, le permis, plus l'indemnité d'immobilisation du terrain, par exemple, parce que ça aussi, c'est ce qui permet à la limite aux propriétaires du terrain de trouver un autre opérateur. Si on considère que, encore une fois, si c'est un retournement général de cycle, de toute façon, personne d'autre ne ferait mieux. Donc on discute, en général on discute.
Si ce n'est pas un retournement général de cycle, à partir du moment où on constate qu'il y a un échec sur l'aspect commercial, on peut considérer que l'acquéreur s'est trompé et que donc en le remplaçant par un autre acquéreur sur le même projet, il fera mieux. Donc ça me paraît tout à fait normal. Et ça, c'est la contrepartie au fait qu'effectivement, le propriétaire du terrain, une fois que le permis, etc., est obtenu, tout ça, n'aille pas lui-même chercher cet autre acquéreur qui pourrait lui offrir davantage sur le terrain. Alors, on ne fait pas ça à l'EPF, mais de manière générale, ça pourrait arriver. Donc il faut faire attention. Si on veut que ça reste équilibré sur les conditions de sortie, il faut quand même, encore une fois, que ça reste fort comme lien. C'est pas une période où on s'observe, on fait des études, on voit ce que ça donne, et puis à ce moment-là, on dit on est toujours libre, donc ce n'est pas un pacte de préférence. Le temps des études, de la purge du permis, enfin voilà, pendant 4 ans. Il faut quand même que tout le monde se mouille pendant ces 9 mois à 4 ans. Voilà, parce que... Monsieur Bouvelot, quand on reste dans les généralités de ce matin, nous sommes entièrement d'accord. Quand on va dans la pratique, il est évident qu'une opération quelconque, le bilan de mon opération est fait avec le prix du terrain. À partir du moment, effectivement, où le promoteur constate qu'il n'arrive pas à commercialiser, qu'il rend donc l'indemnité d'immobilisation, qu'il paye l'indemnité d'immobilisation, plus la sanction qui est prévue ou le prix qui est prévu, plus ses études, il y a un avantage énorme qui est transféré au propriétaire du terrain pour commercialiser l'opération, puisque le prix du terrain, dans ce cas-là, a baissé immédiatement du montant qui lui a été transféré. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire, je suis en train de dire que dès qu'on rentre dans le détail, ça devient un peu plus compliqué. Bien sûr. En fait, l'idée, c'est vraiment de poser des principes. Après, comme je l'ai dit, il y a un mot clé dans tout ça. Il ne faut jamais l'oublier, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre de lien fort, confiance, bonne foi, équilibre. Et il faut trouver les bonnes rédactions qui vont avec, mais ça c'est dans la discussion et c'est du cas par cas, et ça on se retrouvera tous, chacun d'entre nous, très prochainement dans l'écriture des contrats. Ce qu'on voulait exprimer quand on a parlé de promesses synalagmatiques ne valant pas vente, c'est un engagement bilatéral sur lequel 2 personnes ont vraiment envie de faire une opération. C'est comment on sort de ça quand on voit qu'à un moment donné, on a une vraie difficulté. Merci beaucoup à tous. Merci à Jean-Luc Tixier, Gilles Bouvelot, le professeur Enes qui reste là, Mabod Aguigui, d'être intervenu. On va passer à la seconde intervention. Le deuxième thème est également extrêmement complexe et va nécessiter beaucoup de discussions.